comment dire, pour permettre aux gens d'un peu mieux situer cet édifice colossal où il y aurait des heures et des heures à discuter et à parler des marques lapidaires de la cathédrale de Strasbourg, j'ai essayé de faire un certain nombre de supports pour, comment dire, pour rendre un peu le sujet accessible à tout le monde, et même aux scolaires. Aussi, j'ai repris ce qui a déjà été fait par le passé, par des architectes qui connaissent beaucoup mieux le bâtiment que moi. J'ai repris un peu la chronologie des différents maîtres et architectes qui se sont succédés dans la construction de l'édifice. N'oubliez pas que ce bâtiment a quand même 1000 ans. Les premières pierres ont été posées il y a maintenant plus de 1000 ans. Et j'ai donc essayé, à partir de supports existants et à partir d'éléments que j'ai pu ajouter, j'ai donc essayé de reprendre les différentes parties de l'édifice qui ont été construites par une succession de maîtres, comme vous pouvez le voir ici. Donc je me permets de remonter là, juste pour voir les premières dates que les gens voient. Là, il n'y a pas de date. Donc là, les dates connues de ce Hermann, alors ça, ce sont les archives, hein, on peut le retrouver à l'œuvre Notre-Dame ou dans des documents, mais c'était surtout pour un peu positionner de quels éléments il était question à cette époque-là. Et ensuite, on a rajouté la nef aux environs de 1245-1275, et puis tout le reste, eh bien, il y a toute la chronologie avec le nom de ces architectes que l'on connaît depuis toujours, qui sont dans les archives de l'œuvre Notre-Dame, évidemment. J'ai juste voulu reprendre tout ça pour que les gens puissent comprendre comment une cathédrale se construit et comment petit à petit les éléments s'ajoutent. Alors, une fois que la partie de la nef était achevée, ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils ont construit le massif occidental. Et bien sûr, ce massif occidental a également été élaboré par une succession de maîtres qui n'ont jamais vu la fin du bâti, évidemment. Tout le monde connaît Erwin von Steinbach, qui a donc fait à peu près cette partie-là. Je suis pas sûr qu'il ait fait toute la rosace, je crois qu'il n'a fait que la moitié. Enfin, c'est surtout pour imager la situation. Et puis, son fils a suivi, Johann. Donc ça, c'est vraiment père et fils. Et puis, il y a eu, par après, le maître Gerlach. Et là, ce qui est intéressant, c'est surtout ça, mes recherches en tant que chercheur en glyptographie, c'est d'essayer de trouver les marques lapidaires de ces hommes. Alors, on en connaît un certain nombre qu'on m'a révélé à l'œuvre Notre-Dame, que j'ai pu trouver là-bas. Il y en a d'autres que j'ai retrouvés sur des archives. Par exemple, ce maître Johann Gerlach, eh bien, il avait ce type de monogramme. Je ne l'ai jamais vu gravé sur l'édifice, mais enfin, il existe dans les archives. Donc là, on voit bien maintenant les différents personnages qui se sont succédés sur ce massif occidental avant d'attaquer la flèche de l'édifice. Et puis voilà, donc on continue. On arrive à Claus Delort qui a réalisé la jonction entre ces deux éléments. Et puis ça continue avec Ulrich von Enzinger, qu'on retrouve d'ailleurs sur d'autres édifices tels que Ulm par exemple. Je vois que tu n'as pas les marques lapidaires pour tout le monde. Non, je ne les ai pas encore trouvées, ou alors elles n'existent plus, ou alors ils n'en ont pas eu. Je ne sais pas, je ne me prononce pas là-dessus. Peut-être qu'un jour quelqu'un fera une découverte en ce sens. Ce serait intéressant d'avoir effectivement les marques de... Est-ce que tu penses qu'elles sont fichées quelque part et qu'on n'en ait pas connaissance? Est-ce qu'elles sont fichées quelque part? Peut-être. Est-ce qu'elles sont gravées sur l'édifice? Peut-être. Mais cet édifice est tellement énorme que il faudrait 2 vies pour tout passer au peigne fin. Toujours est-il que... Parce que toi, tu n'avais pas eu accès à tout l'édifice. Ah non, là où tu as voulu, non. enquêter. Non. Les marques que j'ai relevées, ce sont celles que j'ai pu voir avec mes jumelles depuis le bas.
C'est clair. Il y a des endroits que seul un appareilleur ou l'architecte a le droit d'y aller parce qu'il connaît les difficultés et puis il y a un risque considérable. On peut pas se promener comme on veut et c'est normal d'ailleurs. C'est tout à fait normal. Donc j'ai repris ce qui existait, j'ai ajouté les marques aux différents éléments pour que les gens comprennent bien ce qu'ils ont construit. Donc lui, il a effectivement fait le troisième tiers de la façade. Et ensuite, eh bien, sont arrivés des personnages très connus. Ulrich von Enzinger, qui a réalisé donc la partie en couleur. C'est surtout pour l'associer avec sa marque. Et puis évidemment, Hülz qui a réalisé la flèche, c'est une œuvre d'art, elle toute seule. Et puis là, j'ai regroupé les différentes marques qu'on a pu trouver. Et puis on continue. Donc voilà, on ne connaît pas, enfin je ne connais pas, peut-être qu'à l'œuvre Notre-Dame ils ont trouvé, il faudra qu'on en parle un de ces jours. Je ne connais pas la marque de Erwin, ni celle de son fils. Par contre, il y a une marque, donc là, voici donc Johann Lorenz qui a fait cette partie-là aux environs de 1770. La partie néo-romane de Gustav Klotz, je ne connais pas sa marque, mais il y en a une autre dont je voudrais revenir, si tu veux bien. Voilà, celle-ci. Jacob von Landshut. Alors ça, c'est une histoire tout à fait étonnante parce que elle se présente ici, au-dessus du linteau bon, c'est très schématisé, hein, mais il faudra voir sur une photo. Elle se trouve au-dessus du linteau de cette partie de l'édifice. Et elle représente trois équerres. Comment dire, rigueur. Enfin, à l'époque, ça avait une certaine signification. Il faudrait que je refouille dans mes archives, j'ai un peu oublié. Mais ce qui est intéressant, c'est que le pèlerin qui voit ces marques depuis la rue, ah oui, c'est Jacob von Landshut avec ses trois équerres. Mais il y a un message qui est beaucoup plus étonnant et qui ne s'adresse pas aux pèlerins, mais qui s'adresse aux divins, qui voient la marque à l'envers depuis le ciel. Quand on la retourne et quand on la voit du dessus, eh bien on peut lire Jacob von Landshut. C'est surprenant. C'est une petite histoire. C'est avéré ou c'est ton interprétation? Alors, non, ça se raconte. C'est intéressant que les gens le sachent. Je n'ai pas eu l'occasion de vérifier si c'est une coïncidence ou pas, mais ça fait partie de cette histoire tout à fait remarquable. Je veux dire par là que ces hommes avaient une véritable envie de dire au divin, je travaille pour toi, j'ai fait cette partie de l'édifice. D'ailleurs, si je reviens un peu en arrière, on a ici un autre personnage extraordinaire, c'est Hans Hammer. Hans Hammer, lui, a sculpté la chair qui était destinée au prédicateur Geiler. Et Hans Hammer, que j'ai pu relever sur plusieurs édifices, cette marque-là, elle se trouve sur la chaire de la cathédrale de Strasbourg, et lui aussi, il indique sa marque par un petit angelot qui a un index anormalement rallongé pour bien dire « c'est moi qui ai construit cette partie-là ». Donc il y a toute une symbolique venant de ces hommes qui avaient un talent fou, mais ils se mettaient en valeur quand même sur le travail qu'ils ont réalisé. Alors je l'ai retrouvé, pour vous dire l'humilité de cet homme, je l'ai retrouvé à l'église Le Jeune, à Strasbourg. Elle fait 17 mm. Elle est toute petite, elle est à peine visible. Là, alors, les reproductions que tu fais, c'est toujours ce sont des moulages. À l'échelle? Ah oui, c'est à l'échelle, c'est au micron près. C'est un moulage qui a été fait sur place, sur l'édifice. Donc, c'est bien la plus petite marque que j'ai pu trouver parmi les 12-13 000 que j'ai, ou peut-être plus maintenant. Ça prouve quand même que les gens très compétents sont très souvent très humbles aussi. Alors, je continue. Je l'ai retrouvé à Saverne,
Et là, c'est extraordinaire. Là, il a mis ses initiales, HH Handsammer. Alors, on reconnaît bien sa marque. C'est une croix qui repose sur un M, mais le M a les jambages un peu décalés. Et puis, il a daté. Ça vaut toujours de l'or quand on retrouve une date aussi précise. On est donc ici à Saverne. Il a fait la chaire de cet édifice-là, de Notre-Dame de la Nativité, et il l'a daté 1495. Alors des histoires comme ça, il y en a un certain nombre sur Strasbourg. Ce sont les plus significatives, mais c'est tellement énorme, c'est tellement... Il y a 1600 marques, semble-t-il. C'est ce qu'on m'a dit sur place. 1600 marques qui ont été répertoriées déjà au XIXe siècle, hein, les architectes de l'époque. Il y a toujours eu des gens passionnés pour ce sujet et qui, heureusement, ont fait ce travail parce que il faut connaître l'édifice à fond, il faut être passionné par le sujet, c'est quand même très long comme travail. Et puis moi, je me suis greffé dans cette histoire de la glyptographie et j'ai surtout souhaité ajouter d'autres édifices, aussi bien du Royaume de France que du Saint-Empire, et bien entendu de la plaine d'Alsace, qui est ma terre natale. Mais donc à Strasbourg, il n'y a pas que la cathédrale, il y a aussi l'œuvre Notre-Dame. L'œuvre Notre-Dame, on y revient. Oui, alors l'œuvre Notre-Dame... Il y a de quoi faire, il y a de quoi dire. Il y a de quoi dire. On va peut-être se limiter à l'escalier, qui est une véritable œuvre d'art. Peut-être la façade aussi. Alors, oui. Juste montrer tes travaux avec la façade. Oui, oui, pas mal de choses oui, effectivement. J'ai fait, là par contre, je pense que je suis le premier à avoir fait le relevé, je suis prudent, mais je pense que je suis le premier à l'avoir fait le relevé exhaustif de toute l'œuvre Notre-Dame, c'est-à-dire des deux bâtiments, le bâtiment gothique, qui a été construit par le maître Gerlach, et le bâtiment Renaissance. Et là, j'ai vraiment fait de fond en comble, enveloppe extérieure, enveloppe intérieure. J'ai relevé toutes les marques. Et alors, il y a une collection, c'est une beauté, c'est de toute beauté. J'espère que je vais les retrouver rapidement. Ça, c'est donc l'escalier, vraiment très simplifié. Mais cela permet de voir exactement les marches que chaque tailleur a pu tailler. Ça, c'est la chronologie. Ça devient un peu technique, mais c'est quand même intéressant de voir que tous ces hommes-là ont travaillé sur la réalisation de cette œuvre d'art. Et ça permet surtout de voir la chronologie et le nombre de marches que les gens ont fait. Très curieux, certains n'en ont fait qu'une. On peut penser que tout le monde avait envie de pouvoir dire « j'ai participé à la réalisation de cette œuvre ». Alors, il y a combien de marches en tout ? Eh bien, j'ai dû le noter, 71 marches. J'ai fait ces relevés en 2021. Voilà, alors là, on est... C'est évidemment toujours très schématisé. L'intérêt, c'est de pouvoir situer exactement l'endroit où se trouve la marque pour que les gens puissent s'y retrouver et puis rechercher. Ça, c'est la façade, donc Renaissance. La façade gothique ne peut pas en avoir beaucoup puisque tout le haut avait été détruit pendant la guerre et il a donc fallu le reconstruire. J'ai donc fait aussi bien l'extérieur que l'intérieur, que les balustrades, l'escalier. Et donc les marques de l'escalier, ce sont celles qui sont ici au musée. Oui, heureusement que tu me le précises. Toutes ces marques-là que tu viens de filmer, elles sont là. Ce sont les reproductions à l'identique, au micron près, parce qu'on m'a autorisé de faire des moulages. Donc voici tous ces garçons, tous ces hommes. D'ailleurs, c'est très marrant. Celui-ci, je l'ai retrouvé à Colmar, tout en haut du clocher. Je peux peut-être faire une petite parenthèse, ça me vient comme ça. Oui. Regarde, tu le retrouves ici. Exactement le même, en haut du clocher. 1579, donc voilà la mobilité de ces hommes. Il a travaillé sur l'œuvre Notre-Dame, mais il a aussi travaillé à Colmar. Alors des chassés croisés comme ça, j'en ai, j'exagère pas, mais au moins 100 ou 200. J'ai pas forcément la chance d'avoir pu faire le moulage sur tous ces cas-là.
c'est un de ces cas-là où j'ai effectivement le moulage de Colmar et de Strasbourg. Donc voilà toute l'équipe qui a construit cet escalier. Il est vrai que quand on est à Strasbourg, il faut aller visiter le musée, qui est remarquable, et il faut monter les marches de cet escalier de 1579, parce que pour moi, c'est unique au monde. Il n'y a pas d'équivalent. Alors, c'est encore une fois très technique, mais imaginez un peu, ça c'est l'entrée de la grande loge impériale du Saint-Empire romain germanique, qui est, regardez un peu toutes les marques qui sont là. Donc, on voit bien que tous ces hommes voulaient faire une partie de cette construction. Et on retrouve, regardez là en bleu, on retrouve le personnage que je viens de vous montrer, qui a travaillé à Colmar, sauf que la marque est à l'envers. Hein, elle est à l'envers sur le linteau. Donc il est ici, à cet endroit précis de cette fenêtre. Si elle est à l'envers, est-ce que ça veut dire que c'est taillé à l'endroit en carrière? Alors, très bonne question. Quand c'est à l'envers, pour moi, c'est une information historique absolument, comment dire, qu'on ne peut absolument pas contester. C'est que l'élément fini a été signé avant pose. Donc, il y a 99% de chances que les pièces terminées en carrière sont signées en carrière. Mais comme la pièce est comment dire, uniforme, elle peut être posée dans n'importe quel sens. Elle est symétrique, pardon, je cherchais mon mot. Elle est parfaitement symétrique, on peut donc la mettre dans n'importe quel sens. Il y a donc une chance sur deux pour que les maçons qui montent ces éléments se trompent. Et comme pour un autre personnage, Matthäus Boblinger, dont on parlera dans une autre vidéo ou dans l'autre sens, c'est pareil, je l'ai retrouvé à l'envers, ce qui prouve bien qu'on signait toujours ces pièces au départ de la carrière. Non, mais ça prouve quand même que tous les éléments sont finis jusque dans le moindre des détails. Donc il faut les transporter avec beaucoup de précaution pour ne pas casser des angles. On ne termine pas les pièces sur place. Elles sont réalisées complètement en carrière. On est à la Renaissance. C'est peut-être un peu différent à l'époque romane, mais c'est un autre sujet. Ça, c'est un moulage qui a été fait, donc comme vous pouvez le lire, au logis du prieur, à Sélestat, et qui date exactement de 1565. Mais alors, ce qui est encore plus extraordinaire, mais on en reparlera peut-être dans une autre vidéo, c'est que je l'ai retrouvé sur un autre édifice, tout en haut d'une flèche qui a été construite 200 ans avant. On n'en dit pas plus. Je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. On n'en dit pas plus. Merci beaucoup Claude pour cette escapade strasbourgeoise. Un tout petit tour. Un tout petit tour, oui, sur un bâtiment absolument fabuleux. Donc voilà, merci. Et puis, comme tu l'as déjà laissé sous-entendre, on se retrouvera pour de nouvelles vidéos pour au moins cette histoire de marque avec Sélestat. Et Sélestat, il y a aussi le procès de 1555. Oui, là, oui. Donc beaucoup de choses. Quand on met le doigt dans la glyptographie, il y a toujours un fil à tirer. Il y a toujours une autre direction qui est intéressante à exploiter. Eh bien, on a fait un tout petit morceau de l'œuvre Notre-Dame et de la cathédrale de Strasbourg. En tous les cas, merci d'être venu au musée de la glyptographie pour raconter un peu une petite histoire de ces hommes, de ces bâtisseurs. Merci à toi. Et merci Yann. Rendez-vous très vite. À très bientôt. Salut. Salut.